Bonsoir à tous, je suis heureuse de vous retrouver dans Parlons-en, consacré ce soir à l'immigration, à l'occasion de la 97e journée mondiale du migrant qui aura lieu dimanche. Benoît XVI, dans son message pour cette journée, rappelle qu'il n'y a qu'une seule famille humaine et invite les chrétiens à se mobiliser toujours plus. La question des migrants et de l'attitude des pays d'accueil a ressurgi cet été avec le débat autour des Roms, une illustration du malaise en France et au-delà. Alors que la loi sur l'immigration doit être votée prochainement au Sénat, il nous semble essentiel ce soir de mieux saisir quelles réalités humaines se cachent derrière les mots migrants et immigration en France aujourd'hui. Le modèle d'intégration français est-il en panne? Les peurs sont-elles justifiées vis-à-vis de l'islam par exemple? Le message d'accueil de l'Église est-il réaliste? Pour illustrer ces questions, des reportages à Calais, où le Secours catholique se mobilise aux côtés des sans-papiers en transit. À Ivry-sur-Seine, nous irons à la rencontre d'étudiants étrangers qui souffrent d'isolement. Éclairage aussi sur une communauté méconnue, celle des Philippins, à Paris. Enfin, nous entendrons le témoignage d'un jeune diacre originaire du Bénin, tout juste ordonné pour le diocèse de Pontoise, signe de la vitalité qu'apportent les migrants à l'Église. Avec nous sur ce plateau pendant 7h30 d'émission, j'ai le plaisir d'accueillir 4 invités. Monseigneur Gérard Defoy, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes archevêque émérite de Lille, également président de Justice et Paix Europe. Au niveau européen. Voilà, tout à fait. Merci d'être avec nous. Deuxième invité, Michel Tribala, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice de recherche à l'INED, l'Institut national d'études démographiques. Également avec nous ce soir, 2 hommes politiques. Richard Yung, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénateur socialiste en charge des Français du monde, chef de file au Sénat donc pour le projet de loi sur l'immigration. Et puis enfin, Étienne Pinte, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député UMP des Yvelines. Alors on va tout de suite revenir sur un sujet qui a remis l'immigration au cœur de l'actualité, la question des Roms. Les expulsions décidées par le gouvernement ont suscité une vive polémique en France comme à l'étranger. Après la réprobation de l'ONU et les protestations de plusieurs évêques, Benoît XVI a lui aussi pris part au débat le 22 août, appelant lors de la prière de l'Angélus à la fraternité universelle. Un message, semble-t-il, surinterprété par les médias français comme une ingérence dans la politique de Nicolas Sarkozy. Pourtant, le commentaire du pape était un commentaire biblique. Alors, Richard Yung, une première question avec du recul 6 mois plus tard. Pourquoi est-ce que les Roms ont été des boucs émissaires en France, selon vous ? Oh ben, ce sont toujours des boucs émissaires. C'est très commode, les Roms, comme toutes ces minorités un peu fragiles. Mais ce qui a été le plus choquant dans cette affaire-là, ça a été au fond l'attitude, pas de tout le gouvernement, mais de ceux qui étaient responsables par rapport aux demandes de la Commission européenne, de Madame Reding, qu'ils ont balayé d'un revers de la main en disant que tout ça c'était des bêtises. On a cru à un moment donné qu'on allait déclarer la guerre au Luxembourg d'ailleurs, et en réalité, quand on a creusé le dossier, on s'est aperçu que les demandes d'éclaircissement de la Commission sur les conditions d'accès, les conditions de séjour des Roms devait être précisé, oui. Et que ça n'était pas le cas, que la politique qui serait suivie pour des Roms qui ont été, ou qui ont quitté, ou qui ont été expulsés et qui reviennent, qu'est-ce qu'on fait, puisque les règlements communautaires donnent le droit de revenir. Bien, toutes ces questions-là, elles ont besoin d'être clarifiées. Et finalement, normalement, on devra le voir par des amendements qui seront déposés la semaine prochaine ou dans 10 jours par le gouvernement dans la loi immigration. Mais enfin, je pense que les gens ont eu raison de se mobiliser, indépendamment de l'aspect un peu scandaleux qu'il pouvait y avoir, pour demander que les choses soient clairement établies. Étienne Pinte, vous partagez ce point de vue? Tout à fait. Moi, j'ajouterais que ce qui m'a enrichi dans ce débat, comme quoi quelque chose m'a l'air est bon, c'est que j'ai découvert à cette occasion-là que nos amis allemands avaient naturalisé et intégré des dizaines de millions de Roms, que nos voisins espagnols avaient une politique d'insertion et d'intégration des Roms, et ce depuis très longtemps, avec, je dirais, un nombre de Roms bien supérieur à ceux que nous avions en France. Et donc pour moi, à ce moment-là, je me suis dit, mais au fond, il y en a beaucoup qui ont des politiques d'immigration et d'intégration en faveur des Roms. Ça n'a jamais posé aucun problème. Et pourquoi, chez nous, ça a soulevé tant de polémiques? Et vous n'avez pas la réponse à cette question?
Oh, si, malheureusement, dès que une situation de sécurité en particulier est sensible dans ce pays, comme on l'a dit tout à l'heure, on trouve toujours des boucs émissaires. C'était les Roms cet été, c'était les gens du voyage, avec confusion entre les gens du voyage et les Roms. Et donc c'était très, très, très regrettable. Et je trouvais tout à fait normal que le cardinal 23 en particulier s'exprime sur ce sujet. Je regrette que l'ensemble des religions monothéistes, c'est-à-dire que les juifs et les musulmans, avec les catholiques et les chrétiens de manière générale, n'aient pas pris une attitude commune et fait des déclarations communes, ce qui aurait permis, me semble-t-il, de renforcer l'audience du message adressé à nos concitoyens et au gouvernement. Je me tourne vers l'homme d'église, Monseigneur de Foix. Vous êtes d'accord avec tout à fait, tout à fait. Mais ce qu'il y a, c'est que peut-être sur des problèmes comme ceux-là, il n'y a pas encore assez de concertation. C'est un chemin qui doit se développer. Mais la tradition biblique, donc 6 ou 7 siècles avant le Christ même, disait ceci: quand un émigré viendra s'installer chez toi, dans votre pays, vous ne l'exploiterez pas. Cet émigré installé chez vous, vous le traiterez comme un indigène, c'est-à-dire comme l'un de vous. Tu l'aimeras comme toi-même, cet émigré, car vous-même avez été des émigrés dans le pays d'Égypte. Autrement dit, la foi est liée à une certaine attitude d'ouverture universelle. On trouve là le thème de la famille universelle du pape, qui est quelque chose de fondamental. Et par conséquent, il est capital que toutes les religions monothéistes en particulier, qui pensent qu'il n'y a qu'un seul créateur, eh bien, travaillent à ce que l'unité des hommes se tisse au quotidien et dépasse continuellement les frontières et les barrières que peut-être des intérêts, etc., érigent continuellement. Michel Tribala, avant d'aller plus loin sur ce débat, est-ce que vous pouvez tout simplement nous dire que sont les migrants, qu'est-ce qu'un immigré, voilà, pour qu'on y voit plus clair, parce qu'on a tendance à faire la confusion. Un immigré, c'est quelqu'un qui est venu en France s'installer comme étranger, en général, c'est la définition qu'on retient. Oui. Donc voilà. Le migrant le migrant, c'est celui qui fait le mouvement de venir s'installer. Il part de son pays vers un autre. Voilà. D'accord. Bon. Et souvent, effectivement, on confond ces sources d'amalgame bizarres, parce qu'on confond les gens qui ont fait le mouvement, c'est-à-dire qui sont venus, avec les gens qui sont nés depuis longtemps. Et moi, je suis toujours perplexe quand on me pose une question sur les immigrés. Je me dis alors, qu'est-ce qu'on veut Qu'est-ce qu'on met derrière ce mot-là? Qu'est-ce qu'on met derrière ce mot-là? Parce que souvent, on met, puisqu'on parle de toute façon d'immigrés, de première, de deuxième, de troisième génération, donc, ce qui est de toute façon un oxymore, puisqu'on ne peut pas être immigré et né en France. Donc voilà, moi je veille à ce qu'on distingue bien les choses. Enfin, si je peux dire un mot sur la question des Roms, moi il me semble que la faute principale dans cette affaire-là, c'est d'avoir pris un événement qui n'avait rien à voir, qui était celui de Saint-Aignan, avec un fait de délinquance qui concernait une communauté qui était là depuis longtemps, et d'avoir pris ce point de départ pour faire une communication sécuritaire sur les Roms, alors que la question des Roms est posée effectivement depuis la libre circulation et même avant. Je veux dire, la France n'a pas été ligotée, elle a signé de son plein gré l'adhésion. Donc à partir du moment où la Roumanie, la Bulgarie entrent, on sait que des Roms vont rentrer. Ça fait partie de... Voilà. Donc maintenant, il y a des règlements où l'expulsion est possible. Donc, je veux dire, les Européens ne doivent pas peser de manière excessive sur les finances publiques des États. Donc, si je puis me permettre, je rajouterai une seconde faute qui a été cette circulaire qu'on pourrait qualifier de malencontreuse, si on veut être gentil, du directeur de cabinet, je crois, du ministre Hortefeux, qui en fait stigmatisait nommément, je l'ai lu et relu pour être sûr, stigmatisait nommément et à de nombreuses reprises l'action que les préfets devaient mener contre les Roms. Et donc ça, quand même, dans la France de 2010, de 2011, c'est quelque chose qui est enfin, vraiment fouler nos valeurs aux pieds. Je vous vois écouter Catinte sur cette circulaire. Un contrepoint? Elle a été très malheureuse parce que, en fait,
elle stigmatisait une communauté, elle montrait du doigt une communauté, et c'est à ce moment-là d'ailleurs que, au fond, la hiérarchie catholique a commencé à réagir. Et je me rappelle dans le numéro de La Vie en première page, où l'on disait le cardinal 23 réagit violemment contre cette stigmatisation, c'était le coup de crosse de l'épiscopat, puis en dessous, comme j'étais intervenu très fort également, c'était le coup de gueule de pain. Simplement pour dire, là il y a une parole du cardinal 23 qui rejoint ce que vous dites, monseigneur, ce que vous avez dit. Il a dit, est-ce que nous sommes encore capables de faire une place à notre table à l'étranger? Je crois que c'était une parole très forte. Alors justement, et ce qui est important, c'est que cette position n'est pas conjoncturelle, elle est fondamentale à l'héritage chrétien. Et quand je dis héritage chrétien, si j'ose dire, j'embrasse aussi nos frères juifs. Nous tenons cet universalisme de l'amour et du respect de l'homme comme quelque chose d'essentiel à l'existence religieuse. Alors on évoquait le cardinal André XXIII, président de la Conférence des évêques de France, qui s'interrogeait en effet le 15 août dans son homélie au Puy-en-Velay. Pouvons-nous prendre notre partie de l'écart croissant entre les citoyens qui jouissent de la sécurité des droits sociaux et ceux qui sont lentement marginalisés et poussés à l'exclusion? De quel prix payons-nous nos sécurités, ou plutôt à qui les faisons-nous payer? Le 31 août, Monseigneur 23 s'est rendu place Beauvau à l'invitation du ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, pour évoquer la question des Roms. On écoute le cardinal à l'issue de leur rencontre. Je voulais faire part au ministre de l'Intérieur de l'émotion qui saisit ces chrétiens dans ce contact quotidien, comme je lui ai fait part de quelques situations qui m'ont été signalées comme des mises en œuvre peut-être excessives des décisions qui avaient été prises et des ordres qui avaient été donnés. Nous rappelons toujours que dans toute décision de justice et dans toute application de la loi, il y a des impératifs de respect des personnes et des personnes les plus fragiles. Monseigneur de Foix, on l'a entendu à travers la voix de Monseigneur 23, mais également à travers d'autres évêques. Les prises de parole de l'Église ont été fortes cet été. Pourquoi est-ce que les évêques et certains prêtres sont montés si fort au créneau? Alors, je pense qu'il y a une affaire, par contre, tout à fait conjoncturelle, c'est Monseigneur Dufour à Aix-en-Provence, oui, n'est-ce pas, qui s'est trouvé à visiter les Roms au moment où il y a eu la descente de police, et il a vu effectivement le caractère brutal peut-être de l'intervention. Moi je crois effectivement il y a deux manières de parler de l'immigration. On peut parler des chiffres, du solde migratoire et toutes ces choses. Et puis il y a les visages, des trajectoires, oui, des hommes, des femmes. Je pense que nous aurons quelques présentations tout à l'heure de cela. Moi je pense que humainement, et je dirais même quelquefois, enfin au niveau de l'opinion publique, notre discours sur l'immigration est un discours particulièrement faible. Particulièrement faible. C'est-à-dire ? Pourquoi ? Parce que vous comprenez, l'immigration c'est le problème de l'avenir. Je suis chargé, vous l'avez évoqué tout à l'heure, de justice et paix pour l'ensemble de l'Europe. L'immigration, c'est pas simplement les travailleurs immigrés qui sont venus d'Afrique du Nord et qui sont depuis une ou deux générations ou très peu de temps chez nous. Ce sont aussi ces mères de famille, 80% des immigrés, des migrants, pardon, en Roumanie, oui, et en Ukraine, ce sont des femmes qui vont travailler soit en Italie, soit en Russie, soit en Pologne, pour faire de l'euro facile, entre guillemets, et clandestin. Et grâce à cela, les États bouclent leur budget. Oui. Mal, mais ils le bouclent. Autrement dit, si on arrête l'émigration, eh bien, nous avons des États en faillite. Il y a là quelque chose de catastrophique dans l'organisation mondiale, de totalement irréel. Par ailleurs, je me souviens très bien quand j'étais à Lille, où il y avait énormément de migrants. Il y avait même des migrants qui n'étaient pas là pour s'installer, mais qui étaient là pendant 6 mois, oui, pour travailler et faire la construction d'une usine électrique qui partait après. Autrement dit, la migration fait partie de l'Europe de demain, comme elle l'a fait d'ailleurs en grande partie de l'Europe d'aujourd'hui. Qui a construit
les barrages qui nous éclairent. Sinon, des générations entières de travailleurs portugais, de travailleurs algériens, etc. Là, la question, c'est pas de la peur de l'immigration. L'immigration, elle fait partie de notre existence. Et c'est en ce sens-là, je trouve, qu'un certain nombre de nos langages sont particulièrement... Enfin, inadaptés, soyons corrects. Étienne Pinte, vous êtes d'accord avec cette analyse de Monseigneur de Foix? L'immigration, c'est nous, c'est aujourd'hui, c'est demain en Europe? Oui, mais je crois qu'il ne faut jamais oublier non plus, parce qu'il faut faire de la pédagogie, que nous avons été colonisateurs, que nous avons été bien heureux d'avoir des milliers d'Africains du Nord ou de l'Afrique subsaharienne qui sont venus défendre nos libertés en 14-18, en 40-45. Nous avons été les chercher dans leurs douars pour construire nos autoroutes, pour travailler dans nos mines, pour travailler dans nos aciéries, pour construire nos voitures, pour travailler nos champs. Et il est normal qu'aujourd'hui, ce partage, je dirais, d'histoire et de culture nous oblige en quelque sorte moralement à avoir une ouverture d'accueil à leur égard qui me semble, je dirais, morale, naturelle. Oui. Lorsqu'en 1973, le président de la République de l'époque, Giscard d'Estaing, a créé, a facilité le rapprochement familial, c'était une reconnaissance vis-à-vis de tous ces travailleurs étrangers qui étaient seuls en France, de pouvoir faire venir leurs femmes et leurs enfants. Mais aujourd'hui, là, vous parlez des premières vagues d'immigration. Le grand problème aujourd'hui, nous avons... Et demain. Nos collègues sénateurs vont voter une loi, la 5e en 7 ans, sur l'immigration. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait beaucoup d'ailleurs. Ça veut dire l'échec de nos politiques de maîtrise de l'immigration et d'intégration dans ce pays. Richard Yung. Deux idées. Bon, la première, c'est que je crois que nous partageons des valeurs humanistes, des valeurs qui nous viennent de 1000 ans, de 3000 ans, des écritures, de notre histoire. Et nous ne pouvons pas les fouler aux pieds. Ceci étant, et c'est donc normal qu'il y ait des mouvements de réaction dans l'opinion. En même temps, nous devons répondre à ceux qui utilisent les arguments de la peur et de la sécurité, qui au fond visent à créer un climat où il y a dans l'opinion publique, et de façon assez large, un sentiment d'insécurité au sens très large, que l'on dépose ensuite sur le dos de l'autre, c'est-à-dire en particulier de ceux qui viennent d'ailleurs. C'est le phénomène du bouc émissaire bien connu. Et dernière observation, ceci ne libère pas les gouvernements, je pense aux Roms, des pays concernés, je pense à la Roumanie et à la Bulgarie, de la responsabilité de mener une politique d'intégration et vis-à-vis de leur communauté rome, ce qu'ils n'ont pas fait. Et je pense qu'un des rôles de l'Union européenne, c'est de faire la pression suffisante sur ces deux gouvernements, peut-être d'autres, mais enfin en tout cas ces deux-là, pour qu'ils passent aux actes. C'est pas à nous non plus de régler le problème des communautés roms en Roumanie, parce qu'eux ne veulent pas le faire. Monseigneur de Foix, vous avez été surpris par l'attention des médias suite aux différentes prises de parole des évêques? Oui, tout à fait, mais c'est normal, parce que je crois que nous sommes dans une civilisation médiatique où la réalité n'est pas traitée, mais c'est l'effet médiatique qui est traité. Mais on n'entend pas toujours quand même aussi fortement la voix des évêques. Oh, si vous voulez, sur d'autres dossiers, nous pourrions aussi l'évoquer. Hein, par exemple, tout ce qui a tourné autour de la sexualité, etc., des prises de position du pape. Le problème, c'est d'en fait, à mon avis, de traverser cette bulle médiatique pour trouver là où sont des hommes et des femmes qui vivent cela. Quand je suis allé à Tanger, n'est-ce pas, à Ceuta et Melilla, voir des centaines de jeunes africains qui étaient venus utilisés par des passeurs et qui étaient là en attendant de pouvoir passer en Espagne. Parce que l'Espagne, nous parlons beaucoup des migrations chez nous, mais l'Espagne a connu un boom de migration beaucoup plus importante que nous, puisque je crois pas loin de 4 millions aujourd'hui, pour une population moins importante que la nôtre, sont en Espagne. Eh bien, on se rend bien compte que nous sommes devant un phénomène, je dirais, mondial, ou en tout cas intercontinental, très important, qui met en cause notre
politique de développement de l'Afrique. Parce que la question, c'est s'ils viennent chez nous, c'est ce que me disait d'ailleurs un évêque africain, mais pourquoi les attirez-vous autant ? Hein? C'est parce que ces jeunes rêvaient, tout simplement, ils m'ont écrit, m'ont envoyé des emails après, ils rêvaient de devenir des footballeurs français. C'est cet appétit, je dirais, d'une société libérale. Or, ils n'avaient aucune compétence, aucune étude, d'où l'importance qui m'occupe de créer des universités qui tournent et qui qualifient professionnellement les Africains chez eux. Et donc je crois qu'il y a là, si nous laissons effectivement peut-être à la Chine et à quelques autres la quasi-totalité de l'initiative économique dans un certain nombre de ces pays, si on ne prend de ces pays que justement des ressources dites naturelles, eh bien, il est évident que nous préparons un avenir difficile. Michel Tribala, est-ce que des paroles comme celles qu'on a entendues cet été, les paroles d'hommes d'Église, elles sont importantes? C'est important que l'Église prenne part au débat sur l'immigration? En tout cas, elle a le droit, mais elle n'a pas le dernier mot, ça c'est évident, puisque l'immigration est un problème politique. Et donc, c'est une décision qui relève de la politique et de ce que les citoyens décident dans ce pays. C'est uniquement un problème politique pour vous? Non, mais attendez, je veux dire, il y a une politique qui doit être menée, elle ne relève pas des décisions de l'Église. L'Église a toutes les raisons du monde pour prendre toutes les décisions qu'elle prend. Ce sont des raisons tout à fait honorables, mais ça ne décide pas de la politique de la France pour autant. Je veux dire, bon, ça c'est fini depuis très longtemps. Il y a une séparation de l'Église et de l'État, et plus généralement de l'État et des cultes. Et je pense, moi, en ce qui me concerne, que l'immigration est un objet politique comme un autre. D'accord. C'est-à-dire que, voilà, c'est les citoyens, à travers leur vote, et les politiques, à travers les Mais il y a des hommes, des femmes, des enfants derrière, malgré tout. Mais évidemment, il y a toujours, quand on prend des décisions politiques, il y a toujours des personnes derrière. Je veux dire, sauf si on légifère sur l'ours dans les Pyrénées, là, il ne s'agit pas des hommes, mais il s'agit des autres. Mais c'est toujours le cas. Mais avec des situations complexes. Des situations complexes. Mais je veux dire, si vous voulez, on ne peut pas parler d'immigration simplement en parlant de toute la misère ailleurs et de tous les désirs qu'on a de venir ici. Évidemment qu'on a le désir de venir ici. Il faut aussi penser à l'intérêt du pays et à ce que les citoyens souhaitent aussi pour leur pays. Ça compte, ça devrait compter en tout cas pour les politiques. Alors, si l'Église ne cesse de rappeler son message évangélique sur le terrain aussi, elle se mobilise. À Calais, le Secours catholique œuvre aux côtés des sans-papiers. Il serait environ 250 aérés dans la ville, tentant de gagner l'Angleterre. Témoignage recueilli sur place par Sybille Delettre. Où est-ce que c'est? Il y a celui-là, il y a Ré des Quatre Coins. Voici Mariam. Comme chaque matin, ce petit bout de femme parcourt les rues de Calais à la recherche de squats de migrants. Salariée au Secours catholique, elle vient en aide à toutes ces personnes qui vivent ici en attendant de pouvoir passer en Angleterre. Enfin, surtout leur rendre leur dignité, parce que c'est vrai, ils ont quitté leur pays, ça fait des mois et des mois, quelquefois des années, et ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux, qu'on les regarde comme ça dans les yeux, on fait pas semblant qu'ils sont pas là, et qu'on parle avec eux, qu'on les écoute. Très souvent, moi je les touche. C'est un toucher fraternel, tout simplement, pour dire je m'associe à toi. Mariam se démène pour venir en aide aux migrants. Ce matin, elle a recueilli une jeune soudanaise de 17 ans. Pendant plus d'une heure, elle appelle préfecture, DAS, conseil général pour lui trouver un refuge. Je vous appelle parce que je me retrouve avec une jeune fille de 17 ans, immigrante, d'origine soudanaise. Elle est toute seule. Et en fait, c'était pour essayer de trouver un hébergement pour elle, parce que vraiment, elle est en danger, quoi. Parce qu'en plus, elle a subi des choses. À Calais, on compte environ 250 migrants en ce moment. Afghans, Irakiens, Soudanais, Iraniens, tous ont fui la misère et les persécutions politiques de leur pays en attente d'une vie meilleure de l'autre côté de la Manche. Ici, ils vivent dans des conditions très précaires, surtout avec le froid qui s'intensifie de jour en jour. Une dizaine d'entre eux a par exemple trouvé refuge au premier étage de cette usine désaffectée. D'autres se sont fabriqués des abris de fortune avec quelques bâches à l'abri d'un muret. Des solutions provisoires, chaque nuit, ils tentent en effet de rejoindre l'Angleterre.
Pour tous ces migrants, le Secours catholique se mobilise et propose une aide variée avec pour but principal les aider à vivre dans la dignité. Nous sommes toujours très préoccupés de savoir comment les personnes migrantes sont traitées, entre guillemets, et respectées dans leur dignité humaine. Pour les migrants, de pouvoir répondre au moins à leurs besoins fondamentaux, ce qui n'est pas toujours le cas. Quand on parle de besoins fondamentaux, ils ont pouvoir se nourrir, pouvoir se dormir, pouvoir se laver. Et pour répondre à ces besoins fondamentaux, le Secours catholique propose notamment un service de douche. Chaque jour, les 7 douches mises à disposition des migrants tournent à plein régime. Ici, ils peuvent se laver, mais aussi trouver un peu de chaleur humaine auprès des bénévoles. Toi, tu connais, hein? Quoi? Regarde tes yeux. C'était un échange, de discuter avec ces personnes, de savoir de quel pays ils viennent, pourquoi ils sont là, pourquoi ils veulent aller en Angleterre. Autre service proposé, cet accueil de jour. Ici, des dizaines de migrants trouvent refuge pour la journée. Certains jouent aux cartes, d'autres demandent de l'aide pour remplir leurs papiers et d'autres encore suivent ici des cours d'alphabétisation. Un moment de pause et de partage très important pour toutes ces personnes en difficulté. C'est des êtres humains au même titre que nous et on essaie de le faire dans un esprit de fraternité, de pouvoir les asseoir, discuter, parfois plaisanter, qu'il soit un vrai moment de chaleur qu'on leur redonne, quoi, parce qu'ils vivent dans des conditions très difficiles, ils sont chassés entre guillemets par la police toute la journée. Donc ici c'est vraiment pour eux une pause, une respiration. Les difficultés sont nombreuses, que ce soit au niveau de ces personnes que nous côtoyons chaque jour, que ce soit au niveau des démarches politiques que nous pouvons faire pour essayer d'améliorer leurs conditions. Donc effectivement, nous en tant qu'engagement chrétien, notre foi nous fait vivre cet engagement, bien sûr. Respect de la dignité humaine, accompagnement fraternel. Chaque jour, le Secours catholique œuvre donc sans relâche sur le terrain, aux côtés de cette population dans le besoin. Alors, Monseigneur de Foix, les associations comme le Secours catholique sont présentes sur le terrain, là où peut-être que l'on ne voit pas assez des pouvoirs publics? Oui, probablement. D'abord, il faut reconnaître que cette affaire a été mal engagée, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est pas en détruisant leurs abris qu'on résout le problème. D'un autre côté, le problème est important au point de vue social, économique et politique. C'est-à-dire, on ne peut pas laisser les choses dans l'état. Il y a aussi des questions fortes telles que la séduction que représente dans les esprits, le fantasme de la réussite que représente soit aller en France pour être footballeur, je l'évoquais tout à l'heure, soit entrer dans ce monde occidental, n'est-ce pas? Et curieusement, je sens, par exemple, en Europe de l'Est, une sorte de, comment dirais-je, de mépris de l'évolution du monde occidental, et par contre, en Afrique, une volonté d'y participer, de bénéficier des biens de consommation. Et d'ailleurs, ça vient de plus en plus, y compris, par exemple, dans les jeunes générations des pays de l'Est. Alors, il y a là quand même une question, c'est-à-dire, ça pose aux uns et aux autres comment tous ces pays peuvent assumer leur propre existence et donner à leurs citoyens les moyens de vivre, de se développer, de se former, etc. Il y a un problème qui montre que cette sorte de migration n'est pas la solution à leurs questions. D'autre part, vous avez des gens qui ont été amenés là, quelquefois trompés dans les promesses qu'on leur faisait d'avoir un visa. C'est le cas en particulier de ceux qui sont au sud de l'Espagne, au nord de l'Afrique du Nord. Et en fait, on les a laissés là en tas, on les a amenés là, et puis après, débrouillez-vous. Or, il y a des questions humaines affreuses. Et je crois que la réaction du Secours catholique, mais de d'autres, et ce qui a été sympathique, parce que c'était le diocèse, en partie le diocèse où j'étais auparavant, par exemple, je pense à un pays comme Stanford, il y a eu dans la population une volonté de les accueillir d'êtres humains par rapport, je dirais, indépendamment de toute attache confessionnelle. Je pense que le rôle de l'Église, ce n'est pas de résoudre les problèmes, mais peut-être d'aider à les mieux poser, en conscience. Et puis alors après, il y a effectivement cette situation qui n'a pas de réponse. Et ce n'est pas par la répression qu'on répond à la situation des gens. Alors, vous parlez de répression, Étienne Pinte. Je connais bien le Calaisis parce que moi-même, je me suis rendu dans le Calaisis au moment de Sangatte. Je me suis rendu dans le Calaisis au moment de la destruction de la jungle.
puisque j'ai souhaité mobiliser, sensibiliser les ministres chargés de l'immigration pour trouver des solutions, des solutions humaines. J'avais fait toute une série de propositions, certaines ont été acceptées, telles que la possibilité d'offrir aux Afghans, Irakiens, Érythréens et autres ethnies la possibilité, si elles le souhaitaient, d'ailleurs de pouvoir déposer une demande de statut de réfugié politique, non plus en allant à Arras ou à Lille, mais en ouvrant un bureau à la sous-préfecture de Calais, ce qui a été fait. Puis on a essayé d'humaniser également l'accueil, comme on l'a dit tout à l'heure, la nourriture, la possibilité de se doucher, de se laver, la possibilité de se faire soigner également, parce qu'il y avait d'énormes problèmes. J'ai connu le Calaisis à l'époque où, Monseigneur, aussi vous y étiez, où il y avait non pas 250, mais des centaines de réfugiés qui souhaitaient rejoindre la Grande-Bretagne, qui était pour eux l'Eldorado. Alors, ils ne souhaitaient pas à cette époque-là rester en France. Ils souhaitaient aller en Grande-Bretagne. Pourquoi en Grande-Bretagne? Parce que la plupart de ces personnes originaires de ces pays faisaient partie autrefois du Commonwealth. Et très longtemps, la Grande-Bretagne a ouvert ses portes. Ils étaient en quelque sorte des citoyens du Commonwealth et ils pouvaient très facilement entrer en Grande-Bretagne. À partir du moment où il y a eu crise économique, difficultés, etc., la Grande-Bretagne a fermé ses portes et c'est à ce moment-là que tous ces gens ont été effectivement trempés, ont traversé l'Europe et la France pour s'y rendre et ont été bloqués à Sangatte. Alors il y a le Secours catholique, mais il y avait également d'autres associations. Il y avait Salam, il y avait France Terre d'Asile, plusieurs associations qui, à Steenvoorde, non seulement la population, mais également le curé de Steenvoorde et d'autres. Elles sont encore présentes, ces autres associations? Oui, tout à fait, tout à fait. J'ai été récemment, France Terre d'Asile est installée là-bas, et même le Haut Commissariat aux réfugiés a ouvert une antenne à Calais, là encore pour aider. Une des grandes... Alors, il y en a beaucoup moins aujourd'hui, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient plus se rendre en Grande-Bretagne. Alors, aujourd'hui... Il y a la crise, quand même. La crise qui limite les... Alors, il y en a beaucoup aujourd'hui qui, enfin, ont compris que s'ils voulaient rester chez nous, ils devaient demander le statut de réfugié politique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a plusieurs centaines de personnes qui, à la sous-préfecture de Calais, ont déposé des demandes de statut, de reconnaissance du statut de réfugié politique. Puis il y a un gros paquet également de jeunes mineurs isolés, dont s'occupe France Terre d'Asile, en particulier à Paris, là encore que j'ai été visiter, et que l'on aide à se réintégrer, à se réinsérer dans une vie normale, avec alphabétisation. Ils vont dans les lycées de la région parisienne, dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, ils sont mis dans les familles ou dans des associations, et petit à petit, le moment venu, quand ils arriveront à l'âge de 18 ans, ils auront le choix, soit de rester en France avec le statut de réfugié politique, soit éventuellement d'émigrer autre part. Michel Trébala, il y a, je crois, 50 000 dossiers traités par an par France Terre d'Asile. C'est un nombre important. Je ne connais pas le nombre de dossiers traités par France Terre d'Asile. Vous évoquiez en tout cas, il y a un instant, la crise et les incidences de la crise. Ça ralentit les mouvements ou ça les accélère? Disons que l'Eldorado britannique est moins flambant qu'il l'était. Donc ça doit finir par se savoir parce que... Évidemment, les vocations pour aller... Et puis en plus, la loi britannique a changé aussi. Il y a une loi durci ces conditions d'entrée. C'est-à-dire qu'il y a une loi qui ne prévoit pas l'entrée de main-d'œuvre non qualifiée en provenance de pays tiers, en dehors des pays européens. Donc ça limite aussi... Il y a eu le curé et le maire qui ont fait remarquablement équipe. Là-bas. C'est pas donc Camillo, quand même. Non, c'était le contraire. C'était le contraire, M. Bataille. Sénateur, une question en fait concernant on a vu ces bénévoles, notamment du Secours catholique, et ceux qui s'investissent dans les associations, qui y mettent tout leur cœur. Il y en a qui sont prêts à aller très loin pour protéger des sans-papiers, qui les accueillent chez eux. Quelle est votre position là-dessus pour les personnes qui sont prêtes à aller au-delà de la loi? Moi, comme le député, j'ai été avec France Terre d'Asile là-bas pour essayer de comprendre comment... Et effectivement, la première chose qu'on voit, c'est l'importance et le dévouement, non seulement des associations, mais spontanément d'une partie de la population. Des gens qui n'ont aucun engagement, ni de droite ni de gauche, mais qui disent j'ouvre ma porte quand même, ou je vais l'aider, ou je vais lui donner de la soupe. Je me rappelle une dame qui les aidait à recharger leur téléphone.
Eh bien, cette dame, elle a été poursuivie. Du délit de solidarité. Elle a été poursuivie. Ouais. C'est le fameux délit de solidarité. Donc ça, je pense que c'est une des choses qu'il faut qu'on revoie. Nous déposerons d'ailleurs des amendements là-dessus, parce que je pense que c'est quand même un devoir, celui de tendre la main et de la solidarité. C'est quoi la peine pour ce type de délit ? Oh, ça va pas très très loin. C'est une peine d'amende. D'accord. Bon. Combien ? Derrière, je pourrais pas vous dire, je ne sais pas. Mais derrière, il y a aussi la possibilité de poursuivre les associations. C'est ça qui est caché derrière, qui serait beaucoup plus grave. L'autre aspect que je voudrais évoquer, c'est que notre législation européenne ne fonctionne pas. Parce que ces Afghans qui veulent aller en Angleterre, pour les raisons que vous avez évoquées, parce qu'ils ont de la famille, etc., je ne sais pas qu'ils trouveront plus de travail, mais enfin, ils pensent, puis la langue. Mais ils sont rentrés dans l'Union européenne par la Grèce, essentiellement la Grèce. Et donc, la réglementation, ce qu'on appelle dans le jargon Dublin II, les règles admises, veuillent que quand on prend ces gens-là, on les ramène dans le pays de première entrée dans l'Union, en Grèce. Mais la Grèce, elle ne veut pas en entendre parler. Elle a démonté ses propres camps, l'équivalent des centres de rétention, elle les a démolis. Comme ça, on ne peut même pas les garder. Et donc, les migrants le savent, et donc ils ne veulent pas spontanément. C'est pour ça que ça a été très long, bon, peut-être ça bouge un peu, mais ça a été très long, pour les amener à faire des demandes de droit d'asile, parce qu'ils disaient, si je vais déposer un dossier, ils vont me renvoyer tout de suite à Thessalonique, et là-bas, qu'est-ce qui va m'arriver ? Une dernière question sur cette question des sans-papiers en transit, Monseigneur. Comment se fait-il que la voix de l'Église, qu'on a entendue particulièrement cet été autour des Roms, soit moins relayée peut-être dans les médias concernant les sans-papiers ? Vous savez, les médias, c'est les médias. Moi, je pense que ce qu'on ne dit pas, par exemple, c'est que bien sûr, quand il y a de la répression, tout le cirque d'intervention, alors ça, bien sûr, les caméras sont là. Mais quand dans une famille, on accueille une famille venue de l'étranger, et qu'il y a progressivement une relation très forte entre les membres d'un quartier, les membres d'un village, et qu'il y a des échanges de savoir, on s'aide pour découvrir, vous évoquez tout à l'heure, comment téléphoner, comment remplir un chèque, comment des gens entre eux font des petites fêtes où on se rassemble pour fêter une fête musulmane et une fête catholique. Quand je suis allé la première fois à Roubaix, avant de célébrer la messe, j'étais attendu dans une famille où il y avait une dizaine de femmes musulmanes qui étaient là. Je pense qu'on tisse des liens quotidiens. Il y a eu à Roubaix aussi une rencontre il y a quelques années où des chrétiens ont expliqué les problèmes qu'ils avaient avec leurs jeunes pour leur transmettre la foi, et des musulmans ont expliqué les difficultés qu'ils avaient eux aussi avec leurs jeunes pour continuer, parce que les jeunes sont des jeunes. Il y a là aussi tout ce qui se passe au niveau des mariages, des rencontres de jeunes. Il y a toute une dynamique que je n'appellerai pas d'intégration, le mot est trop technique, mais d'humanisation de la relation et du regard de l'un sur l'autre. La stigmatisation, ça c'est très bon pour la télévision et les médias, mais la relation humaine, la richesse de la rencontre, de la découverte de la culture de l'autre, qui fait que progressivement, eh bien, il y a des femmes dans les quartiers qui organisent un méchoui et des choses comme ça. Il y a une fécondation de la rencontre humaine qui se passe. Et c'est là, je pense, et un des points où les choses évoluent de façon très remarquable, je m'excuse de le dire, c'est l'enseignement. Et en particulier l'enseignement catholique. Nous avions un certain nombre de lycées dans notre diocèse de Lille, 90% aux écoles primaires comme au lycée étaient des élèves d'origine maghrébine. Donc je crois qu'il y a là aussi cette population européenne qui est en train de se faire autrement. Je m'excuse qu'à Bruxelles, c'est très bien Bruxelles, mais aussi je crois qu'il faut voir que l'échange même des cultures, que c'est quelque chose de permanent. Alors, la médiatisation. Pour l'Église, me semble-t-il, il y a deux situations. Il y a le rappel des valeurs, comme ce qui s'est passé cet été. Alors là, il faut tirer la sonnette d'alarme très fort. Mais dans le quotidien,
sans ostentation, l'Église peut avoir un rôle déterminant. Je vais vous donner un exemple que j'ai vécu quand j'étais maire de Versailles. Avec Monseigneur Thomas, qui était notre évêque de l'époque, nous avons eu l'occupation de la cathédrale Saint-Louis par un collectif qui représentait 132 hommes qui étaient en situation irrégulière. Nous nous sommes pris par la main, effectivement, on a été voir le préfet, Claude Érignac à l'époque, et on s'est rendu compte que les services de la préfecture n'appliquaient pas une circulaire du ministère de l'Intérieur qui permettait de régulariser tous ces hommes qui avaient des liens familiaux très forts, une compagne, une femme, des enfants. Et donc, du jour au lendemain, on est arrivé, l'évêque et moi-même, mais de façon non ostentatoire, à résoudre le problème de 120 familles de ces personnes. Il y en avait, bon, quelques-unes qui ne relevaient pas du département ou qui étaient poursuivies par la justice, mais je veux dire par là que nous avons également, que ce soit le pouvoir civil ou le pouvoir religieux, nous avons également au quotidien, je dirais, des actions qui ne sont pas spectaculaires, qui ne sont peut-être pas très médiatiques, mais qui n'ont pas, qui représentent pour nous, si vous voulez, un accompagnement des situations des migrants, et en particulier des migrants sans papier. Alors justement, d'autant plus riche. Et ça me choque d'autant plus que cela n'est pas retenu dans le débat public. Or, c'est là, je crois, où on crée vraiment de la convivialité, du vivre ensemble. Alors le vivre ensemble, on y reviendra après avoir évoqué le rôle de l'Église, rôle sur le terrain notamment. Revenons sur la politique française en matière d'immigration. En 2008, Brice Hortefeux, alors ministre de l'Immigration, s'était exprimé sur notre antenne. Il était revenu sur la politique d'immigration choisie que devait mettre en œuvre son ministère. On l'écoute. La France doit pouvoir, comme tous les autres pays du monde, déterminer, choisir qui elle peut accueillir ou qui elle veut accueillir. Ça, c'est le premier principe. Il y a un deuxième principe, c'est que dans notre pays, être en situation légale ou être en situation illégale, ce n'est pas la même chose. Avoir des papiers, avoir un titre de séjour, ou venir sans papier, sans titre de séjour, c'est-à-dire sans autorisation, sans y avoir été invité, ce n'est pas la même chose. Ça signifie qu'un étranger en situation irrégulière a vocation à être reconduit dans son pays d'origine, de manière volontaire, je le souhaite dans la plupart des cas, ou de manière contrainte, tout en tenant compte naturellement des situations particulières. Pardonnez donc, le ce sont les poncif, deux mais principes. on choisit rarement d'être en situation irrégulière. Mais, je ne sais pas comment vous organisez votre vie, mais j'imagine que lorsque vous avez quelqu'un qui vient chez vous, c'est parce que vous l'y avez invité. Ce qui est valable pour tout un chacun de nous est valable aussi pour une communauté. Voilà un extrait d'un entretien réalisé par Philippine de Saint-Pierre. Alors Étienne Pinte, vous êtes de la même famille politique que Brice Hortefeux. Est-ce que vous adhérez à la politique qui est menée par le gouvernement? Écoutez, j'ai voté contre la loi dite Besson. Je me suis élevé... l'un des rares qui se soit opposé. Nous étions quand même dans la majorité une cinquantaine de parlementaires à ne pas voter la loi. Certains n'ont pas participé au vote, d'autres se sont abstenus, et un certain nombre, comme moi-même, nous avons voté contre. Si vous voulez, il faut une politique de maîtrise de l'immigration. C'est quoi la politique française aujourd'hui? Vous parliez de 5 textes qui ont été votés ces dernières années, on en est où? Mais écoutez, s'il faut 5 textes en 7 ans, ça prouve que notre politique de maîtrise de l'immigration et je dirais notre politique d'intégration a échoué. Bon. Au début du mois de juillet de l'année dernière, le projet de loi Besson devait comporter l'intégration dans la législation française de 3 directives européennes. Moi, je me suis dit, bon, 3 directives, on va avoir 4-5 articles, etc. À la fin de l'été, on s'est retrouvé avec plus de 100 articles. C'est-à-dire que pendant l'été, avec l'affaire des Roms, des gens du voyage, l'avenue de Kurdes sur les côtes corses, etc., eh bien, tout à coup, ce projet de loi est devenu un projet de loi mammouth. Et c'est là que l'on a senti à quel point il y avait en quelque sorte un rétrécissement de l'esprit d'ouverture et d'humanisation de l'accueil des immigrés dans notre pays. Richard Yung, vous êtes en pleine consultation de la loi au Sénat. Quelle est la stratégie de la gauche?
Alors, sur la loi comporte effectivement un nombre considérable d'articles, parce qu'au fond, la transposition des 3 directives, le retour, la lutte contre l'immigration, les employeurs au noir et le bannissement, c'est qu'une partie. Bon, même déjà sur ces points-là, il y a un certain nombre de points sur lequel nous battrons, en particulier cette notion de bannissement, c'est-à-dire que non seulement on expulse la personne qui est là, il est sans papier ou illégalement, mais en plus on lui impose une interdiction de retour sur le territoire européen de l'ensemble des pays des 27 pendant une durée qui peut être de 3 à 5 ans, ce qui est quand même vraiment une double peine. Bien. Et puis alors il y a ensuite toute une série de... Sur l'aspect du travail, je voudrais quand même dire que la première source d'appel de l'émigration, c'est quand même le fait qu'il y ait des employeurs qui offrent des emplois à des travailleurs sans papier. On estime qu'il y a 500 000, 600 000, peut-être Madame pourra préciser. Alors, le spécialiste des chiffres, Michel Trébala. C'est ce qu'on me dit, en tout cas. Oui, mais ça change tous les jours. Oui, ça peut changer tous les jours. Enfin, on est dans des ordres de grandeur. Par définition, il n'y a pas d'estimation du nombre de clandestins en France. On sait que c'est certainement pas dans ces niveaux-là, puisque à chaque fois qu'on a régularisé, avec quand même beaucoup de facilité au niveau des conditions, on n'a pas régularisé autant, jamais. Il y a eu 2 grandes régularisations, elles n'ont jamais conduit à des chiffres pareils. Donc il n'y a pas de moyen de le calculer, en tout cas en France. Et donc voilà, donc ça fait partie. C'est des sujets qu'on adore parce que comme on ne sait pas, chacun a sa petite idée. Et, voilà, et votre idée sur la question? Moi, je n'ai pas d'idée sur la question. Je reprends là-dessus. Quel que soit le débat sur les chiffres, il y a un nombre important, et c'est bien parce que ces emplois sont mis à disposition, si j'ose dire, que se créent les filières, etc. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il faut le dire à haute voix. Il y a une politique de régularisation. C'est une politique clandestine. C'est-à-dire que le gouvernement n'ose pas le dire. Mais nous, qui suivons les affaires de plus près, nous savons qu'il y a un ensemble de textes, de directives. Alors, on appelle ça addendum aux conditions d'accueil, etc., pour ne pas dire que c'est un texte officiel, mais qui permettent de régulariser toute une série de gens qui ont, alors les critères sont d'ailleurs assez clairs, qui peuvent présenter 12 bulletins de paye couvrant les 18 derniers mois. Et ça, on le fait en permanence. Mais personne ne le dira jamais. Michel Trébala, il y a une politique clandestine autour de l'immigration? Clandestine, vous me dites qu'elle est clandestine. En tout cas, il y a une politique qui n'est pas clandestine, puisqu'il y a eu des accords signés avec nombreux pays, notamment avec des quotas, et sur des listes de métiers. Et puis, il y a même on peut aller au-delà. Il y a eu des listes de métiers aussi pour les Roumains et les Bulgares pendant un temps, et ces listes-là peuvent être une référence pour régulariser des situations. Donc il y a une liste de métiers finalement extrêmement large sur laquelle il est possible de régulariser. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a en plus des manœuvres clandestines derrière tout ça, mais en tout cas c'est... Je ne dirais pas clandestines, mais secrètes. Secrètes, elles ne sont plus à partir de maintenant. Oui, si vous voulez, je fais moi-même partie de ce qu'on appelle les commissions de titres de séjour à la préfecture. Nous nous réunissons tous les 2 mois et le préfet ou la préfète, en l'occurrence, nous envoie des dossiers dont elle ne sait que faire. En général, ce sont des personnes qui sont là depuis plus de 10 ans, mais qui n'ont pas, sur le plan, je dirais, des possibilités de régularisation, la possibilité pour la préfète, en fonction d'un texte, de les régulariser. Donc elle demande à ces commissions de titre de séjour de lui donner un avis. Donc nous recevons les personnes, accompagnées quelquefois d'un avocat, d'une association, d'un ami, de quelqu'un de la famille, et nous lui donnons notre avis. C'est ça ce qu'on appelle l'immigration choisie? Non. Ça, c'est ce que j'appellerais la régularisation éventuelle au fil de l'eau. En d'autres termes, on a 10 dossiers dans la matinée. En général, nous donnons un avis favorable à la régularisation 7 ou 8 maximum. Et puis, régularisation 2 ou 3. Et puis le reste, on donne un avis défavorable. Donc c'est à la préfète qui, à ce moment-là,
peut s'appuyer en quelque sorte sur notre avis pour renvoyer, entre guillemets, ceux pour lesquels on n'a pas donné un avis favorable et de régulariser les autres. Donc ça, c'est ce que j'appelle la régularisation au fil de l'eau. Et toutes les préfectures font ça. En ce qui concerne l'immigration choisie, c'est-à-dire l'immigration professionnelle, pour répondre à M. Hortefeux, en 2009, nous avons accueilli au titre de l'immigration professionnelle 25 000 personnes, hors communauté européenne, bien entendu. Michel Trébalin, juste un chiffre plus global sur l'immigration aujourd'hui en France, c'est autour de 5 millions, c'est ça, 5,3 millions? C'est pas l'immigration, ça, c'est le nombre d'immigrés. Monsieur parle d'un flux, et vous me parlez du nombre de personnes. Est-ce que vous pouvez nous préciser le nombre de personnes qui sont immigrées en 2008, c'est autour de 5,3 millions. Voilà. D'accord. Juste un mot sur les métiers. Et là, ce sont des personnes qui sont en France avec un titre de séjour et ça, en toute égalité, c'est ça Ou qui sont naturalisés. Non, je suis un immigré. J'ai été naturalisé, je suis toujours, je dirais, dans la liste des Français immigrés. Voilà. D'accord. Jamais. Pourtant, député, c'est pas sur la liste des métiers. Non. Le titre de séjour n'est pas du tout exigé pour les opérations d'enquête annuelle qui conduisent au recensement. D'accord. Donc il y a forcément des gens qui sont qui passent au travers des mailles du recensement. Il y en a qui passent au travers des mailles pour tout un tas de raisons, parce qu'ils sont difficiles d'accès, les conditions de vie sont un peu particulières, mais il y a forcément des gens qui sont clandestins en France et qui sont dans les recensements. Je ne pourrais pas vous dire combien. En tout cas, pour ce qui était du flux, il faut savoir qu'on a des flux qui sont tout à fait élevés et qui ont beaucoup augmenté depuis le milieu des années 90 et qui ne fléchissent pas du tout en temps de crise, d'ailleurs, comme autrefois c'était le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut savoir que... Les flux, c'est les entrées et les sorties? C'est les entrées. La France ne mesure que les entrées d'étrangers et pas de tous, mais bon, en tout cas, surtout les entrées des pays tiers. D'accord. Donc d'habitude, si vous voulez, quand il y a une crise économique, on voyait des trous dans les courbes et ça repartait après. Là, il n'y a plus ça, parce que de toute façon, l'immigration n'est plus liée à l'activité économique, c'est l'exercice de droits. Aujourd'hui, c'est ça. Et c'est pour ça que les politiques qui cherchent à réduire les flux d'entrée sont obligés de jouer sur les droits. Et c'est pour ça que ça donne lieu à toutes ces polémiques dans tous les pays européens, à chaque fois qu'on touche une condition sur ceci, sur cela. J'ajouterais que pour les lois, comme vous disiez, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup aussi parce que c'est aussi les directives et les règlements, enfin les règlements ne les transposent pas, mais les directives. Il y en a relativement peu, malgré tout, dans ce domaine-là. Européenne. Oui, régulièrement, dans les derniers textes de loi, il y avait des directives à introduire. Oui, ça sert de prétexte pour introduire un tas d'autres choses. C'est quand même obligé. On est obligé de nationalité, par exemple. On est obligé. Oui, bon, on est quand même obligé de faire passer dans le droit français les directives. Vous avez tout à fait raison sur les directives. Mais les directives, c'est 2, 3, 4 directives. N'est-ce pas? Alors bon, ça fait 3, 4 articles. On arrive à plus de 100 articles parce que naturellement. On va au-delà. Mais je dirais. Sur les métiers, je voulais dire, j'ai été invité à aller sur le chantier du tramway de Paris. C'est pas très loin. Les gars, ils travaillent toujours jour et nuit. Il y a plus de 200 travailleurs venant d'Afrique noire qui sont sur ce chantier et qui sont tous sans papier. Tous. Ah oui. Nous en avons même eu sur le chantier de rénovation de l'Assemblée nationale. Bon, voilà. Donc voilà, hein. Tout ça, c'est du... Parce qu'on les paye. Exclusif. On les paye au lance-pierre, voilà, je veux dire... Parce que le dernier sous-contractant de la longue chaîne, il dit, moi, je peux m'en sortir que... Et les parlementaires laissent faire. Il est très tenté de payer. Les parlementaires laissent faire le fait qu'il y ait des... On l'a découvert après. Comment ça se fait que vous avez découvert ça qu'après? Parce qu'il y a quelqu'un qui a cafeté. Et puis dites-vous bien que beaucoup de ces travailleurs en situation irrégulière sont officiellement en situation régulière, mais officieusement en situation irrégulière, parce qu'ils se louent les papiers. Ceux qui sont en situation régulière louent leurs papiers à des amis, des copains qui sont en situation, eux, irrégulière, ce qui leur permet, grâce à la location de ces papiers réguliers, en changeant une photo, par exemple, de pouvoir se faire embaucher, de pouvoir payer des impôts, de pouvoir payer la cotisation de sécurité sociale, etc. J'ai connu une île de la Méditerranée, n'est-ce pas, où il y avait énormément de Libyens qui étaient venus comme ça, sans papier par radeau, avec quelques drames, bien sûr, de noyade. Et ils étaient tous sous des toiles, il faisait très chaud, et tous travaillaient dans les restaurants, n'est-ce pas, pour les touristes, l'été.
Mais alors, évidemment, avec des conditions de travail que vous imaginez, quoi, par rapport au droit du travail, la retraite, etc. Mais moi, je voulais revenir, si vous voulez, sur ce qu'avait dit Monsieur le Ministre, parce que ça me pose quand même un problème éthique quand on dit choisir d'accueillir ou non les gens qui se présentent. On veut maîtriser. Alors, bien sûr qu'il y a une responsabilité. Mais d'un autre côté, au nom de quoi on accueille un tel et on refuse l'autre? Si c'est au nom des critères de son intérêt, et si on prend par exemple, justement, c'était, je crois, le centre de l'immigration choisi, ceux qui ont des capacités professionnelles, etc., vous tuez un certain nombre de régions d'Afrique car vous prenez toute leur matière grise. Alors, à ce moment-là, je dirais, c'est un accueil qui est relativement, je dirais, suicidaire pour ces pays en voie de développement. Alors, je crois qu'on est là, je dirais, dans cette... Et alors, que les gens sans titre de séjour ont vocation à être conduits à la frontière, moi je veux dire, où est la personne humaine, le respect de l'homme et de la personne humaine derrière cela? Il y a quand même un problème éthique de fond. Alors, après, il reste effectivement la question de savoir comment la régulation de l'immigration peut se faire en respectant la démocratie. Ça, c'est une autre question. En tout cas, le temps passe. Vous avez parlé de là dans votre livre, madame. Ben oui, parce que c'est un problème politique et qui obéit aux lois de la démocratie. Effectivement, vous congédiez l'intérêt national et il me semble que c'est très dangereux pour des politiques de congédier l'intérêt du pays dans lequel ils servent. Parce que l'intérêt du pays écrase l'intérêt individuel des personnes. Alors, le temps passe vite, je suis désolée, il faut qu'on avance, parce qu'il y a un aspect qu'on ne peut pas éluder ce soir qui est très important, c'est la question de l'intégration. Peut-on s'insérer en France quand on est étudiant étranger, trouver un travail à la hauteur de ses diplômes? Est-ce possible pour un jeune des banlieues? Quel rôle aujourd'hui de l'identité religieuse? Réponse à ces questions à travers un reportage à Ivry-sur-Seine de Frédéric Jakovlev. Benjamin et Oumar sont tous les deux guinéens. Ils sont arrivés en France il y a moins de 2 ans. L'un et l'autre bénéficient d'un statut un peu particulier. Ils sont étudiants étrangers. Un statut qui leur permet de vivre en France en toute légalité. Reste que pour ces jeunes, les premiers mois ont été difficiles. Il faut s'inscrire à la faculté, trouver un travail pour financer ses études et puis un logement. Enfin et surtout, comprendre la culture occidentale, ses codes, ses lois. Ils vivent alors un sentiment d'exclusion renforcé par la solitude et l'éloignement familial. Comment ça va? Ça va bien? Et ta journée? Ah, ça s'est bien passé. Ah, ok, d'accord. Oui, sauf qu'il pleut là. Je savais que j'allais être confronté à de nombreux problèmes et j'étais préparé psychologiquement. Comme pour tout autre Africain, il y a le lien social qui est assez fort et il y a certains aspects de la vie que nous ne connaissons pas, par exemple l'isolement. Rencontrer quelqu'un dans la rue au seuil de l'immeuble qui n'est même pas capable de te dire bonjour. Et donc, c'était pas facile. Pour eux se pose alors la question de l'intégration. Comment trouver sa place en France lorsque l'on est issu d'une autre culture? Après des mois de solitude, chacun de leur côté, ils vont un jour pousser la porte d'une aumônerie étudiante. Là, ils rencontrent d'autres Africains, commencent à créer des liens. Pour eux, l'Église a donc été un facteur d'insertion. Mais entre insertion et intégration, il y a un pas difficile à franchir. Comme Oumar, j'ai rencontré l'aumônerie et ça m'a fait beaucoup de bien et beaucoup d'amis. Mais ces amitiés, cette relation s'arrête. J'ai l'impression que ça s'arrête à l'aumônerie et que par exemple à la fac, je n'ai aucun ami. Aucun ami après 2 ans de présence en France. On mesure pour un Africain la difficulté de s'intégrer hors du cercle communautaire. En France, 5 millions de personnes, soit 8% de la population est immigrée. Une population souvent cantonnée dans des ghettos qui eux aussi favorisent un repli identitaire. À 32 ans, Mehdi Bellabas est un jeune adjoint au maire d'Ivry-sur-Seine. Issu de l'immigration musulman, il comprend les tensions qui se jouent dans les quartiers difficiles de sa ville. Car Mehdi a grandi ici même, cité Gagarine, à 2 pas de la mairie. J'ai l'impression que c'est plus difficile encore aujourd'hui. Pour les jeunes, moi quand j'avais 20 ans, il se passait plein de choses dans le quartier. On essayait quand même, on avait la volonté de s'en sortir, de bouger. Ils sont en panne de projet d'insertion, donc ils rament, voilà, ils arrivent 22 ans, 23 ans, ils habitent toujours chez leurs parents, 24 ans, 25 ans.
c'est le phénomène Tanguy avec en plus de l'échec professionnel. Donc c'est un petit peu dur à vivre pour eux. Et moi je vois que on était beaucoup plus nombreux peut-être dans mon groupe d'âge à avoir mené des études universitaires, etc. Là aujourd'hui, parmi tous les jeunes qui ont 10 ans de moins que moi, qui ont 20 ans aujourd'hui là dans le quartier, il n'y en a pas beaucoup qui font des études. L'absence de perspective d'avenir, la crise économique, se manifeste par un repli identitaire. Le débat sur la burqa, les injures au Stade de France, autant de signes d'une réaffirmation communautaire. Le père Roukou a fait le choix d'habiter la cité Gagarine. Prêtre de la Mission de France, il est aussi spécialiste des relations avec l'islam. Observateur attentif des mutations qui s'opèrent dans les banlieues, il note la résurgence du sentiment religieux, avec, en filigrane, la peur d'une dérive fondamentaliste. Devant des craintes qui habitent la société française aujourd'hui, je dirais qu'un point de réflexion, c'est comment être vigilant pour que la dimension religieuse soit à sa juste place. Je trouve normal que quelqu'un qui est d'une famille musulmane puisse découvrir quelles sont les racines de sa religion, découvrir sa religion. Seulement, ensuite, l'objectif, c'est d'apprendre à vivre ensemble dans la société française en étant de cultures, de religions différentes, et donc de ne pas nous définir uniquement par notre identité religieuse. Ne pas se définir uniquement par son identité religieuse. Reste que celle-ci est un facteur indéniable d'intégration. Un facteur que le modèle universaliste à la française semble avoir mis de côté trop longtemps. La crise des banlieues prouve qu'il faudra désormais tenir compte de la dimension spirituelle de l'homme. Jean-Michel Trévala, on sait bien qu'il y a un problème d'intégration qui génère certaines peurs, qui peut aussi favoriser un terrain propice au fondamentalisme. Est-ce que vous êtes d'abord d'accord avec ce constat du reportage, que la crise complique les choses ? Non, mais ce reportage, ce sont des gens en particulier, des êtres humains, des visages humains, comme vous dites, et non pas une représentation. Enfin, ils ne sont les représentants de personne. Mais quand on entendait cet adjoint au maire qui parlait de jeunes qui aujourd'hui sont en panne de projets, mais écoutez, moi il y a une chose que je trouve absolument contre-productive et très néfaste dans ce pays, c'est la victimisation permanente. Comment voulez-vous que ces jeunes gens prennent en main leur destin si on leur ligote les mains dans le dos tout le temps en leur disant mais mes pauvres enfants, vous êtes des malheureux, vous êtes les bannis de ce pays, vous n'arriverez à rien. C'est comme ça que vous expliquez les difficultés d'accès à l'emploi, de faire des études ? Non, je n'explique pas comme ça toutes les difficultés, mais en tout cas c'est un handicap qu'on leur a collé sur le dos qui est terrible, terrifiant. Je vous parliez des médias, on ne parle de ces jeunes gens que comme ça. Je veux dire, donc non, il faut arrêter de victimiser tous ces... Il y a des réalités, comme on l'entendait là. Mais il y a des victimes partout. Je veux dire, vous avez des gens à la campagne qui vivent très mal, dont on pourrait aller, vous auriez pu faire un reportage de fils de paysans qui se débrouillent mal et qui seraient aussi une victime. Il faut arrêter de victimiser tout le monde, et notamment ces jeunes gens, parce qu'on leur rend pas service du tout. Si vous voulez, je veux dire, ils ont maintenant intégré le raisonnement sociologique comme quoi ils n'arriveront pas à réussir comme ils le souhaiteraient. Et, si vous voulez, ça les dévitalise au niveau de l'énergie qu'ils pourraient développer pour s'en sortir et pour trouver quelque chose pour travailler. Sénateur, alors pourquoi, selon vous, le modèle d'intégration à la française a échoué ? Comment est-ce que vous l'expliquez ? Je crois qu'effectivement, il fonctionne plus de façon convenable. D'ailleurs, on se rappelle les propos de Nicolas Sarkozy dans le discours de Grenoble, qui reconnaît un aveu d'échec. Oui, il y a effectivement ça. Il y a aussi le glissement sur le sécuritaire. Enfin, ça, on le laissera pour plus tard. Je crois que l'intégration, elle se fait, je pense, c'est ce que disent les spécialistes, d'abord par le travail, et on voit bien les difficultés actuelles, en particulier liées à la crise, mais pas seulement. Elles se font aussi au niveau de l'habitat, et je comprends des amis maires, vous pourrez sans doute parler de votre ville, que c'est une politique très compliquée et très coûteuse à mettre en place, de celle d'organiser, au fond, des mélanges on ne peut pas entre... des mélanges. Si, par la politique municipale de Pourquoi l'habitat. Non, on ne peut pas, parce que, je veux dire, les décisions d'habiter quelque part, ce sont des décisions individuelles qui sont prises rationnellement. Vous ne pouvez pas forcer des gens à habiter.
Si, bien sûr, vous avez les mairies ont des stocks importants de logements qu'elles peuvent mettre à disposition. Elles peuvent avoir une politique d'urbanisme où elles financent des logements de bonne qualité, des logements, disons, HLM. Il y a des villes comme Sarcelles, des villes comme Aulnay où on a essayé de faire des choses, mais c'est très long et c'est très compliqué. Ça n'a pas marché. Moi, j'ai étudié la rénovation des Chamards à Dreux, ça a été une catastrophe. Je veux dire, on avait cette politique aussi de mélanger, et finalement, qu'est-ce qu'on a ? On a gelé des tours entières, parce qu'on n'arrivait pas à faire le mélange souhaité. Vous ne pouvez pas forcer les gens. D'abord, si vous arrivez à... Vous satisfaisez des ghettos. Moi, je ne me satisfais pas des ghettos. Je dis que c'est une politique, c'est une situation extrêmement difficile à dénouer. Parce que, justement, ça met en cause des stratégies familiales, personnelles. Par exemple, si vous voulez, les concentrations qui sont extrêmement importantes en Ile-de-France, elles ont été fabriquées comment ? On parle l'arrivée de personnes, l'installation de familles, mais aussi parce que la mobilité dans ces lieux étant forte, les natifs ne veulent pas aller habiter. Il y a des logements qui se libèrent et qui ne sont plus réhabités par des Français d'origine. Donc, qui ont peur d'y aller. En tout cas, compte tenu il peut y avoir des questions de sécurité qui sont réelles. Il y a surtout une chose qui est très importante, c'est l'éducation des enfants et la scolarité. Les gens choisissent aussi, s'ils peuvent, d'habiter ailleurs pour offrir, je veux dire, une école qu'ils jugent meilleure pour leurs enfants. Voilà. Et Diane, pourquoi, selon vous, le modèle a échoué ? C'était quoi le moteur avant ce modèle d'intégration ? Moi, je reviens à 1973 et au rapprochement familial. L'idée était bonne en soi, elle était humaine. Le problème, c'est qu'on n'a pas mis en place les politiques d'accueil permettant de recevoir ces familles dans de bonnes conditions, que ce soit sur le plan du logement, sur le plan de l'alphabétisation des femmes, sur le plan de la scolarisation des enfants. Donc rien n'a été fait de telle sorte qu'ils puissent être accueillis dans de bonnes conditions. On parlait des étudiants tout à l'heure. Nous recevons chaque année, grosso modo, 50 000 étudiants extra-européens. Est-ce que nos conditions d'accueil de ces 50 000 étudiants sont bonnes ? Quand la plupart d'entre eux, j'imagine, sont des boursiers, aujourd'hui, il y a grosso modo en France 500 000 étudiants boursiers. Et nous n'avons à mettre à leur disposition que 160 000 places en résidence universitaire. Que font les autres? Où vont les autres? Donc, si vous voulez, je crois que nous avons été insuffisamment, je dirais, prévoyants dans l'accueil. Les conditions de l'accueil sont fondamentales pour une bonne intégration. La France a négligé son université depuis très longtemps, hein, la vérité. Il n'y a pas que les étudiants étrangers, les étudiants français eux-mêmes ont du mal autour de l'éducation. Oui, bien sûr, donc c'est un problème université. Alors, les boursiers qui débarquent à Roissy, c'est à eux de trouver le RER, alors que dans toutes les grandes universités mondiales, vous avez un bureau d'accueil qui dit, bon, ben voilà, vous allez faire ça, vous avez une chambre réservée à tel endroit. On n'a jamais été capable de faire ça. Alors, on va évoquer quand même la question de l'islam en France qui cristallise toutes les peurs. Il y a un sondage qui est assez marquant, un récent sondage du Monde. 42% des Français interrogés considèrent les musulmans plutôt comme une menace. Ils ne sont pas du tout, ou plutôt pas intégrés pour 68%. Des Français. Monseigneur de foi, est-ce que les chrétiens, eux aussi, ont peur des musulmans? Je pense que c'est évidemment très, très variable. Quand j'étais dans Lyon, on s'apercevait que là où il n'y avait pratiquement pas d'étrangers, c'est là qu'on avait le plus peur. Autrement dit, donc on faisait... Il y a des fantasmes qui circulent comme ça. Ce sont des fantasmes en grande partie. Oui. Alors, d'autre part, il y a bien sûr ce qui s'est passé comme événement sanglant ces temps-ci, et qui fait que peut-être il y a une certaine peur. Mais en fait... Le sondage était fait avant. Le sondage date d'il y a quelques jours. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Mais ceci étant, moi je crois que... il y a déjà des années et des décennies où dans les quartiers, dans les villages, il y a des rapports.
et les gens s'entendent et les gens se... Moi, je me souviens très bien, il y a quelques années, d'avoir visité une école primaire et j'ai rencontré les parents qui m'attendaient, un certain nombre de personnes qui étaient là. C'était pas la burqa fermée, mais c'était un grand vêtement noir qui était là. Et alors, eh bien, on a fait une discussion sur l'éducation des enfants, mais ces dames avaient lu Françoise Dolto. Donc je crois qu'on a quelquefois, je dirais, des images misérabilistes et méprisantes, si vous voulez, vis-à-vis de la population. Mais alors que nous avons à l'heure actuelle, effectivement, dans les grandes écoles, un certain nombre de jeunes qui viennent de l'islam. Nous avons des préfets qui viennent de l'islam. Donc je crois qu'il y a encore une fois les fantasmes que l'on agite. Alors après, si on voit tout de suite de l'identitaire, du fondamentaliste et que sais-je encore, ou du communautariste, il est évident qu'à ce moment-là, le regard est profondément celui de la méfiance. Or, je pense qu'ils ont, par exemple, je vois par exemple des jeunes qui avaient une vie religieuse extrêmement ténue, quoi, hein, et puis qui se sont mariés avec des musulmans, mais le ramadan, c'est une expérience communautaire très forte pour eux. Or, nous sommes peut-être marqués par une civilisation extrêmement individualiste et très réservée. Donc je crois que nous sommes là devant une situation culturelle qui est en train d'évoluer. Et par là même, on peut dire que l'islam apporte un certain nombre d'éléments de la culture, de la société, qu'il nous faut entendre, comme on le faisait déjà au XVe siècle à Cordoue. Alors, je reviens sur un épisode qui a aussi fait un peu de bruit dans l'actualité, qui a nourri des peurs collectives. C'était celui de la rue Mira à Paris, où des musulmans prient chaque vendredi sur la chaussée. Michel Tribala, Monseigneur de Foix, parlait d'un changement de culture. On a vraiment changé de culture, là, avec le cas de la rue Mira, selon vous ? Dans le cas de la rue Mira, on a surtout une incurie politique derrière. Je crois que c'est d'abord ça. Je veux dire, la rue Mira, s'il n'y avait pas d'autorisation pour prier dans la rue, il n'y aurait pas de gens qui priaient dans la rue. Donc c'est l'incurie politique qui est à l'origine de cette espèce on pense que par rapport à toutes ces demandes, il faut toujours jouer un peu l'apaisement et tout satisfaire. Mais non, je veux dire... Immigration et islam, ce sont deux dossiers connexes ? L'islam nous arrive par l'immigration, c'est évident, donc il y a une connexion... Mais il n'y a pas des amalgames, c'est-à-dire parce que l'islam a des questions qui lui sont propres, qui ne sont pas spécifiquement des questions d'immigration, au sens politique. Oui, mais il se trouve que la population musulmane en France est à 95%, je veux dire, apportée par l'immigration, sur 2 générations. Donc c'est quand même quelque chose qui nous vient d'ailleurs, l'islam. Ouais. Et puis, je veux dire, enfin... je vois beaucoup d'optimisme de ce côté de la table, mais il ne faudrait pas oublier toutes les régressions qu'on connaît en matière de liberté d'expression en Europe, absolument dans à peu près tous les pays. C'est-à-dire en Europe et aux États-Unis, c'est-à-dire eh bien des choses que vous ne pouvez plus dire. Il y a des gens qui sont menacés régulièrement, en Norvège, au Danemark, aux Pays-Bas, en France aussi, je veux dire, aux États-Unis, c'est pareil. Il y a une dessinatrice qui vient de plonger dans la clandestinité parce qu'elle avait eu le malheur d'appeler à faire des dessins sur l'islam un jour par an pour tous les dessinateurs. Et elle n'existe plus. Typiquement, si vous voulez, il y a une régression de la liberté d'expression à laquelle il faut voir que les Européens sont très sensibles. C'est pas seulement les Français. Les Européens sont très sensibles parce que c'est quand même un choc pour un Européen de penser que parce qu'on a dit ce qu'on pensait justement, eh bien, on doit avoir des gardes du corps à côté de soi. Il y a l'imam Chalgoumi aussi qui a des gardes du corps. Donc c'est quand même un problème. Étienne Pinte, vous partagez ce point de vue ? Je crois que l'incurie politique va bien au-delà. Précisez-nous justement ce terme d'incurie politique. Vous êtes d'accord avec cette expression-là ? Ça va bien au-delà que d'autoriser des musulmans à prier dans la rue. L'incurie politique, ça va jusqu'à ne pas leur permettre d'avoir des lieux de culte leur permettant de prier. J'ai rencontré ce problème dans ma ville. Ils priaient dans des arrière-cours de bistrot, qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve. Le président de la communauté est venu me voir en me disant « Nous souhaiterions avoir un lieu de culte décent ». J'ai dit « Vous avez tout à fait raison ». Je les ai donc aidés à constituer et à réaliser un lieu de culte leur permettant de prier tous les vendredis. Donc ma relation avec eux est forcément différente de celle
que certains peuvent avoir à partir du moment où il n'y a pas eu accompagnement et aide pour l'exercice de la liberté de culte de la communauté musulmane. Chaque année, je suis invité au Ramadan, je suis invité à faire une homélie, ce que je n'imaginais pas faire, je ne voyais pas. Une homélie ? Une homélie. La première fois que j'étais, je vais vous raconter, c'était une expérience extraordinaire. On m'invite, j'y vais, on a des chaussures bien sûr. Première chose, donc la fin du Ramadan. Donc les hommes sont là à m'accueillir, l'imam et puis le président de la communauté culturelle. Alors je dis, où sont les femmes? J'étais maire à l'époque, monsieur le maire, elles sont derrière le rideau. J'ai dit, je veux aller saluer les femmes, pour bien montrer que nous sommes dans un pays laïque, que je suis un républicain, et qu'il n'y avait pas de différence à mes yeux entre les femmes et les hommes, même si à l'intérieur de leur lieu de culte, il y avait de mariage. Donc j'ai été les saluer, c'était d'autant plus important qu'une partie de mon personnel municipal, c'était des femmes musulmanes. Ensuite, il y a eu le prêche de l'imam, le prêche du président de la communauté cultuelle, et il me dit, monsieur le maire, maintenant c'est à vous. À ce moment-là, je me suis dit, bon sang de bonsoir, je ne vois pas mon évêque me demander de monter en chaire après son prêche du dimanche. Bon. Et c'est là que je me suis rendu compte à quel point la religion musulmane, et je dirais la relation avec le politique, a une dimension que nous n'avons pas dans un pays laïque, c'est évident. Cela étant, je ne pouvais pas naturellement refuser de ne pas leur adresser quelques mots, ce que j'ai fait, mais c'est pour vous dire qu'à partir du moment où je les ai aidés à ce que l'ensemble des hommes et des femmes puissent avoir un lieu de culte différent de ce qu'ils avaient vécu précédemment, a changé totalement la relation, si vous voulez, entre le maire catholique chrétien que je suis et puis la communauté musulmane de ma ville. Même ça, si vous permettez, moi il m'est arrivé aussi de faire une prédication. C'était pas à la mosquée, c'était dans une grande salle. Je dirais, c'était d'ailleurs l'après-midi de Pâques, mais pour eux c'était pas lié. Et alors ils m'ont donné la parole. Et quand je suis parti, il y a une trentaine d'imams du pays qui ont fait une rencontre de la région de Lille. Et entre autres choses, ils m'ont offert des cadeaux, il y a eu des discours, y compris d'une femme qui est venue de Paris parler de la femme dans l'islam, etc., etc. Et ils m'ont offert un Coran. Mais non pas un Coran acheté dans la librairie, mais un Coran de la mosquée avec lequel ils avaient prié. Voulant dire par là, nous sommes unis par leur relation à Dieu. Et c'est, en tant qu'homme religieux, bien sûr, peut-être c'est imprudent politiquement parlant, mais je ne peux pas ne pas regarder l'islam comme quelque chose qui dit un lien essentiel qui est pour moi celui de la rencontre de Dieu. Alors bien sûr, nous avons des différences dans la façon de décliner la personnalité de Dieu ou les noms de Dieu. Mais je crois qu'il est capital que dans ce pays, on ne laisse pas la méfiance et la vengeance et la peur prendre le pas sur ce qui est le sel même d'une vie religieuse. Michel Tribunal, alors attendez, la vengeance et la peur, elle est de l'autre côté pour l'instant. Je veux dire, il y a effectivement un imam, Chalgoumi, qui a des gardes du corps, pas parce que les gens d'origine française ou d'origine chrétienne autour de la mosquée le menacent. C'est parce que ce sont des musulmans eux-mêmes qui le menacent. Donc la peur, elle est de ce côté-là, elle n'est pas de l'autre côté. Par ailleurs, sur les lieux de culte, ça n'est ni à un maire ni à un État de construire un lieu de culte. Je veux dire, non, mais la foi soulève des montagnes. Vous avez d'autres religions qui ont aussi des difficultés. Vous n'avez pas d'évangéliques qui prient dans la rue. Vous n'en avez aucun. Pardonnez-moi, le maire responsable de la paix civile et laïque sur le territoire de sa commune, à partir du moment où on lui demande d'accompagner, je n'ai pas dit que j'ai donné des sous, je n'ai pas dit que j'ai construit, je les ai aidés à faciliter leur démarche pour créer un lieu de culte. Des conseils, vous avez tout à fait le droit d'en donner. C'était la moindre des choses. Je ne me voyais pas cette communauté qui risquait de s'exacerber parce qu'elle continuait à prier, sinon dans la rue ou en tout cas dans une arrière-cour de bistrot. Mon devoir, je dirais, au-delà de mon devoir de chrétien, mon devoir de maire, de républicain et de laïc, était de respecter la liberté de chacun. Et la liberté de chacun, c'est de pouvoir prier librement dans un endroit qui leur permet en quelque sorte d'exprimer leur liberté religieuse. Alors, puisque le temps passe trop vite, pour terminer cette émission, une note d'espérance. Comment les communautés migrantes enrichissent-elles la vie paroissiale? Un exemple avec ce témoignage d'un jeune diacre originaire du Bénin, tout juste ordonné pour le diocèse de Pontoise. C'est un reportage de François Lespèce. Cet homme, originaire du Bénin, a un nom prédestiné. Il s'appelle Parfait Abbé.
C'est un grand jour pour lui, il va être ordonné diacre en vue du sacerdoce pour le diocèse de Pontoise. Des amis de la paroisse de Montmorency, où il a passé plusieurs années, ont organisé pour lui un déjeuner festif 2 heures avant son ordination. C'est en France, où il est arrivé il y a 6 ans, que sa vocation a mûri. Pourtant, la réalité qu'il y découvre est bien éloignée de l'image spirituelle qu'il se fait du pays. La première fois que j'ai visité une église en France, c'était la cathédrale de Laon, qui était toute vide, où il n'y avait personne. J'ai pleuré, parce que voilà, je suis béninois, le cardinal Ganti qui est béninois, et chaque fois qu'il venait nous voir, il parlait toujours des missionnaires, de la dette envers les missionnaires, et en réalité, je découvrais que en France, ça ne se vivait pas autant. Mais mon expérience en paroisse m'a quand même permis de comprendre que les gens sont profondément plus croyants qu'on ne le pense et qu'on ne le dit. Et nous aussi, qui t'assurons de nos prières. C'est la rencontre d'un prêtre de Pontoise, lors de ses études à la Cato, qui va le conduire peu à peu à mûrir sa vocation dans ce diocèse de banlieue. Je m'incardine dans un diocèse où je n'ai pas grandi, que je ne connaissais pas depuis longtemps, mais où je me sens heureux, où les paroissiens surtout m'ont appris à dilater mon espace intérieur. Donc je suis vraiment content. Au même moment, c'est pas toujours facile parce qu'on est des hommes, parce qu'on est des humains, parce qu'on n'a pas toujours la même vision de l'Église, parce qu'on a parfois tendance aussi à faire coïncider l'Église avec le pays ou la nation ou la patrie, c'est autre chose. C'est à l'église de Garges-les-Gonesse que Parfait est ordonné ce jour-là avec un autre séminariste. Une communauté paroissiale à très forte majorité immigrée, à l'image de cette chorale où se mêlent l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Qui a fortement dynamisé la paroisse, comme l'a découvert Monseigneur Riocreux en arrivant dans ce diocèse il y a quelques années. Et de suite, j'ai vu la qualité qu'il y avait des familles qui venaient participer en famille à la messe, qui envoyaient leurs enfants au catéchisme, les enfants qui prenaient part à la liturgie. Et j'ai découvert que finalement, la réalité ecclésiale à Garges-les-Gonesse, ou à Sarcelles toute proche, c'était une réalité très vivante, et même presque, j'oserais dire, plus vivante qu'il y a 20 ans ou 30 ans, quand il y a eu une chute de la pratique religieuse avec les populations françaises, et là avec une présence chrétienne importante, et de nombreux baptêmes d'adultes, cela ne trompe pas, et aussi, et c'est mon espérance, et c'est le signe que nous avons posé aujourd'hui, des vocations pour demain. Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance. Je le promets. Si cette immigration renouvelle la vie paroissiale, cela nécessite aussi un effort de chacun pour faire une unité véritable qui ne soit pas simple juxtaposition de communautés. J'aime pas du tout l'expression nos communautés sont de plus en plus colorées. C'est pas une teinte. Ce sont des frères et sœurs qui sont appelés à partager les mêmes réalités. Ce qui demande de la part des communautés africaines, antillaises, tamoules, vietnamiennes ou autres, de comprendre aussi que on ne peut pas vivre l'Église simplement en revivant ce qu'on vit chez soi. On ne peut pas vivre l'Église en se posant à côté. J'espère que partout où je vais aller, les gens comprendront que voilà, c'est pas simplement un immigré qui se réfugie dans l'Église française, mais c'est aussi un homme que le Seigneur appelle à servir son Église qui est là et qui veut vivre avec eux ce qu'ils vivent. Dans quelques mois, Parfait Abbé sera ordonné prêtre, signe de la fécondité de ces paroisses aux multiples cultures. Richard Yung, alors est-ce que l'immigration, selon vous, se passe mieux quand les immigrés viennent de pays chrétiens ? C'est probablement un facteur qui facilite, mais en même temps, on veut pas. Je pense, pour ma part, peut-être est-ce que j'ai tort, que alors je ne vais pas donner de pourcentage parce qu'on va m'accuser de donner des chiffres faux, mais je pense qu'il y a un pourcentage très élevé des personnes d'origine maghrébine ou musulmane qui sont bien intégrées dans la société française. Mais on ne parle jamais. Pas à ma question, alors. Non, mais j'y viens. On parle jamais de cela, on parle des autres. Et je pense que c'est vrai pour les autres.
Ça crée moins de problèmes? Je pense qu'on quitte un modèle qui a été ce qu'on a appelé le modèle assimilationniste, où, au fond, il fallait transformer tous ceux qui venaient en français, en bon petit ou pas petit français. Ça, évidemment, ça ne fonctionne plus. Et on a du mal. On est dans la phase de bégaiement historique où on cherche à inventer une nouvelle relation entre des gens qui ont le droit de garder leur culture, leurs valeurs, mais qui, parce qu'ils vivent chez nous, doivent évidemment bien connaître la langue, reconnaître nos valeurs et participer à notre vie de société. Et pour l'instant, on a ou l'assimilationnisme, c'est-à-dire t'es un petit Gaulois, ou le communautarisme, c'est-à-dire des gens qui vivent chacun dans des cercles fermés. Et on doit casser ça. Moi, j'ai vécu 15 ans en Allemagne. J'ai appris la langue, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour m'intégrer dans la société bavaroise, puisque j'étais à Munich. Je n'ai jamais eu l'intention de devenir allemand. Ce n'était pas du tout mon rêve. Étienne Pintin, parce que M. Young n'a pas totalement répondu à ma question. Est-ce que ça se passe mieux quand l'immigration elle vient de pays chrétiens, selon vous? Non, je pense qu'il n'y a pas de différence. Quand on voit, entre guillemets, l'intégration des communautés chinoises, qui ne pose aucun problème, d'un certain nombre de communautés d'Extrême-Orient, même chose, aucun problème. Donc je ne pense pas que ce soit un problème de religion. Je voudrais simplement, comment dirais-je, mettre le doigt sur un sujet que nous n'avons pas du tout abordé, c'est le problème de la mixité dans les quartiers. Pas du tout. Je reconnais qu'être, je dirais, en minorité, quand on est d'origine métropolitaine, dans des quartiers ou des logements sociaux où la grande majorité est d'origine étrangère, pas bien intégrée, ça doit certainement, pour un certain nombre de nos compatriotes, poser des problèmes. Donc le problème de la mixité n'a pas été malheureusement encore résolu dans ce pays. C'est un travail de longue haleine, de volonté politique, c'est évident. Et dans aucun pays. Non, mais je reste persuadé qu'on doit pouvoir y arriver. Dans certains pays, comme le Liban par exemple, on y arrive à peu près, le Brésil, mais je pense que c'est à nous éventuellement à inventer, je dirais, un processus permettant, je dirais, de mixer les populations d'origine différentes, de façon à ce que le mieux vivre puisse être partagé par tout le monde. Le mieux vivre, hein, ou l'expression le vivre ensemble, Michel Tribala, c'est possible pour vous développer un vivre ensemble? Ne me posez pas des questions sur le vivre ensemble, je déteste cette expression, je vous l'ai dit quand Pour quelle raison? Non, mais parce que c'est agaçant. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une utopie pour vous? Non, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Expliquez-moi ce que ça veut dire le vivre ensemble. Monseigneur de foi Non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que c'est tellement flou. Ah oui, puis bon. C'est pas dans le message de l'Église, la fraternité, le vivre ensemble. Oui, mais c'est pas la même chose. La fraternité, c'est reconnaître l'autre comme une personne. Et vivre ensemble, vous n'aimez pas cette expression-là? Oui, pas du tout, parce que c'est un peu, je ne sais pas comment dire, une marmite où tout le monde est ensemble. Non, je pense que c'est la rencontre des personnes qui est fondamentale. Et alors, moi, ce que je vois quand même, c'est la très très grande évolution dans la façon dont les uns et les autres se rencontrent, se rendent service, se fréquentent. Et nous avons des expériences, par exemple, pour ce qui est de l'enseignement, des rencontres des familles, des associations de parents, etc., qui tissent vraiment des liens humains qui permettent que, je dirais, la question de la différence ne se pose plus de façon en termes de peur ou de méfiance, mais qu'il y a des liens humains et des constructions communes. Je pense que ce que vous dites, le chemin de la mixité, c'est une histoire à faire devant nous. Et avec le changement, avec, d'un autre côté aussi, la vie contemporaine qui perd ses repères, enfin, etc., qui est parfois difficile. Mais néanmoins, je crois qu'il y a une culture. Les cultures, c'est vivant. C'est pas simplement du conservatisme. C'est vivant. Et donc, par conséquent, il y a des choses qui se passent, que ce soit sur le plan des mœurs, sur le plan de l'échange, qui font que, nous arrivons à nous entendre et à nous comprendre. Vous savez, quand les moines de Tibérine ont été assassinés, le cardinal Lustiger a dit à cette époque qu'il attendait qu'il y ait un geste de la part de l'islam condamnant enfin ce qui s'était passé. Or, après ce qui vient de se passer, nous avons alors actuelle tout un courant, toute une liste d'intellectuels, et avec bien sûr les responsables musulmans, qui prennent position nettement
contre la violence qui autrement dit, il y a du chemin qui se fait. Et autrement dit, je pense que la réponse à ces questions, et beaucoup de questions, c'est notre avenir. Et pour cet avenir, je crois vous dire que nous avons des raisons d'espérer. C'est une bonne chose. On termine sur une note d'espérance. Merci à tous les quatre d'être venus. Et puis, je signale au passage votre dernier livre, Michel Tribala, Les yeux grands fermés, qui est paru aux éditions de Noël. Enfin, n'hésitez pas, bien sûr, à réagir à cette émission sur notre site kto.tv.com. Très bonne soirée à tous. Au revoir.